Bonjour et bienvenue dans Parole d'Histoire, André Loez au micro pour une émission enregistrée en public au rendez-vous de l'Histoire de Blois 2023 pour parler d'une histoire sportive de la guerre froide, le livre de Sylvain Dufraisse aux éditions Nouveau Monde. Vous pouvez commenter cet épisode sur les réseaux sociaux et sur la chaîne YouTube de Parole d'Histoire. N'hésitez pas à soutenir le podcast sur paroledhistoire.fr via la boutique en ligne ou le lien PayPal. On se retrouve ce vendredi 13 octobre dans Le Fil de l'Épée, le podcast co-animé avec Alexandre Jublin dans son émission Le Collimateur. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait pour parler de la fin du Moyen-Âge, la mort de Charles le Téméraire en 1477. Tout de suite, sport et guerre froide. Merci et très bonne écoute. Alors je commence tout de suite, Sylvain Dufraisse, donc, que vous êtes maître de conférence à Nantes Université. C'est un livre qui s'inscrit dans le prolongement de travaux que vous avez déjà réalisés, notamment sur le sport soviétique, pour vous demander pourquoi, comment et surtout avec quelles archives vous avez voulu écrire cette histoire sportive de la guerre froide, parce que une des originalités du livre, l'histoire sportive de la guerre froide, on a l'impression parfois d'avoir déjà vu ça 100 fois, parce qu'on a entendu parler du boycott des Jeux Olympiques de Moscou par les États-Unis en 1980, etc. Et il y a plein de choses, en fait, il y a eu des documentaires, etc. Sauf que là, c'est une histoire qui va aux sources, c'est une histoire qui apporte du neuf, avec des documents inédits. Et du coup, avec quelles archives vous avez eu envie d'écrire cette histoire et en quoi ça la renouvelle ? Alors, d'abord, en fait, ce projet d'écriture, il part d'une commande, mais il part également d'un constat, c'est-à-dire qu'il y a énormément de travaux sur des aspects ponctuels de l'histoire de la guerre froide, mais finalement pas d'objectif de synthèse. Et l'enjeu de cet ouvrage, c'était de produire une synthèse de tous ces travaux qui ont été écrits en anglais, en allemand, en italien, en roumain, en russe, et d'essayer en fait de faire une histoire à part égale de la guerre froide sportive. C'était aussi un des objectifs, c'était de dépasser la chronique sportive, parce qu'un des problèmes de l'histoire du sport, c'est souvent qu'elle s'arrête en fait à une espèce de chronologie et des batailles. Et il me semblait en fait intéressant d'aller plutôt, si on utilise les termes de Howard Becker du monde du sport, enfin en paraphrasant un peu le monde de l'art, mais d'aller dans le monde du sport, de mettre en avant en fait la pluralité des acteurs et la pluralité aussi des enjeux en fait que l'on pouvait trouver dans cette histoire de la guerre froide sportive, qui dépasse en fait uniquement voilà, des affrontements sur le terrain et qui pose aussi toute une question de normes. Alors sur la question des archives, en fait, j'ai beaucoup travaillé sur les archives russes, donc d'abord durant ma thèse pendant 2 ans, donc les archives du parti, les archives aussi de l'administration des sports. Et après, une fois que j'ai été recruté, j'ai commencé à travailler sur un projet d'histoire connectée en fait du bloc socialiste. À partir des archives russes, mais aussi des archives bulgares, des archives roumaines, des archives allemandes. Donc ça, c'est ce que je suis en train de faire en ce moment. Et à côté de ça, j'ai aussi travaillé à partir des archives des organisations internationales, du CIO évidemment, en fait d'organisations privées sportives, donc CIO, fédération, mais aussi en travaillant sur les archives de l'UNESCO. Donc en essayant de voir aussi comment des organisations internationales avaient essayé, là interétatiques, avaient essayé de s'emparer de la question sportive. Alors une question peut-être pour aborder le sujet assez général, dans quelle mesure la guerre froide sportive suit la chronologie de la guerre froide globale ? Est-ce que c'est des chronologies qui sont exactement comparables, avec les mêmes moments de tension, les mêmes moments de détente, ou est-ce qu'il y a une décorrélation des chronologies de ces deux aspects ? Alors, ce qui est intéressant, alors sur la question des chronologies, c'est assez... La guerre froide, la guerre froide sportive, le sport parfois devance en fait la chronologie de la guerre froide, par exemple avec les Jeux Olympiques de 1952, qui finalement sont un peu une phase d'émergence de la coexistence pacifique, un peu avant qu'elle se produise dans les relations internationales. Staline n'est pas encore mort. Staline n'est pas encore mort. Il meurt en 1953 et en 1952. Premier léger rapprochement ? Léger rapprochement et aussi usage en fait de cette manifestation internationale pour promouvoir en fait la fraternisation entre les peuples, pour également promouvoir une image pacifique de l'URSS. Alors en fait, ce qui est intéressant, c'est de voir que la chronologie sportive de la guerre froide va parfois devancer, parfois suivre, parfois aussi être une forme de moment de catalyse. En fait, je pense par exemple aux Jeux Olympiques de 1956 à Melbourne, où quelques mois après donc l'insurrection de Budapest, en fait, les Jeux Olympiques vont servir à mettre en avant, en fait, quelques semaines après, la confrontation entre les Hongrois et les Soviétiques.
et sont utilisés aussi par des acteurs américains. Je pense par exemple à la revue Sports Illustrated et à ceux qui gravitent à sa direction comme un moyen de dénoncer la situation en Europe de l'Est, en particulier en organisant une tournée avec les athlètes qui ont fait défection, qui s'appelle le Freedom Tour, qui a lieu en 1957 et qui sert à promouvoir la cause hongroise aux États-Unis et à dénoncer aussi la situation des démocraties populaires aux États-Unis, surtout à la populariser, parce qu'en fait le sport c'est aussi un moyen d'accéder à un public beaucoup plus large que ceux qui s'intéressent aux questions politiques habituellement. Alors, tout votre livre le montre, il y a un énorme paradoxe dans cette histoire, relativement bien connue, et des épisodes sportifs récents, la Coupe du Monde au Qatar par exemple, nous le rappellent en permanence, c'est qu'il y a un double discours de la part de beaucoup d'acteurs. Il y a d'un côté un discours sur le sport au-dessus des clivages politiques, qui doit être apolitique, qui doit être le lieu du rapprochement et le lieu de la pure compétition dégagée de toute idéologie, rivalité, etc. Et en même temps, on comprend très bien, et les États dans le même mouvement qui affirment cet idéal apolitique, affirment aussi que c'est le moyen de montrer la supériorité de leur modèle, que les athlètes libres du capitalisme courent plus vite, ou que les athlètes, au contraire, qui ont le sens du collectif, sont meilleurs et ont un meilleur jeu d'équipe. Donc on est en permanence, on navigue entre ces deux registres de discours, totalement contradictoires et pourtant totalement imbriqués durant la guerre froide. Oui, et c'est ce qu'ont évoqué les sociologues Charles Sio et Jean-Michel Faure. Hein. Ils montrent que finalement, vous avez une construction circulaire de l'universel sportif qui se nourrit en fait de l'investissement des États et d'un détachement et d'une revendication d'autonomie de la part des organisations internationales sportives. Et en effet, durant la guerre froide, le milieu sportif international est à la fois en fait ce terrain d'affrontement et de coopération. Coopération et collaboration pour définir en fait les normes de compétition, puisque pour concourir de manière équitable ou censée être équitable, il faut convenir en fait de règles communes. Et c'est ce qu'on va retrouver en fait dans les organisations internationales du sport, les fédérations, le CIO. Finalement, les deux États, les protagonistes en fait de la guerre froide sont présents dans les structures décisionnelles afin d'établir les normes de pratique, tout en luttant aussi pour la définition de ces normes. Par exemple, les soviétiques pousse à ce qu'il y ait des compétitions féminines et le fait que la compétition soit ouverte aux femmes parce que de fait ils ont un niveau sportif pour les compétitions ouvertes aux femmes beaucoup plus élevé que les Américains. Et à chaque fois, bien inversement, les dirigeants américains au CIO freinent en disant mais voilà, on a déjà un programme très chargé, donc on ne peut pas ouvrir les compétitions aux femmes ou plus de compétitions aux femmes. Et en même temps, en fait, les compétitions sont sur les scènes sportives, en fait, sur les pistes. C'est un moyen finalement assez facile de se mesurer, de s'étalonner, de voir qui a la domination et surtout de la promouvoir. Ça, c'était un des gros enjeux en fait de l'arrivée et de l'intégration des soviétiques dans les fédérations internationales. C'est que les instances internationales du sport, les fédérations, sont celles qui décernent les titres et qui valident les records. Or, les soviétiques avaient déjà, dans les années 30, réalisé beaucoup de records en haltérophilie, par exemple, mais leurs records n'étaient pas officiels. Et le fait d'entrer dans les fédérations internationales, c'est un moyen, en fait, de pouvoir les valider. Alors on a parlé des Américains et des Soviétiques, mais évidemment, ils ont derrière eux des blocs. Alors on sait que ces blocs, ils sont tenus sur le plan militaire, par exemple, par des alliances. Il y a l'OTAN, le pacte de Varsovie. Est-ce qu'ils sont tenus aussi sur le plan sportif et comment ? Alors, sur le plan sportif, il y a finalement des formes, pas forcément d'alliance, mais de coopération. Donc, à partir de 1954, en fait, les démocraties populaires, et alors ça, c'est aussi une chose assez originale, c'est que, même c'est un peu avancé, il me semble 1952, ce sont la Tchécoslovaquie, la Hongrie, la Bulgarie qui se réunissent et qui décident de coopérer en matière de politique sportive. Et l'URSS les rejoint après avec l'ensemble des autres démocraties populaires. Et chaque année, en fait, vous aviez des réunions interministérielles des ministres des sports des démocraties populaires qui avaient pour plusieurs objectifs. Coopérer scientifiquement, c'est-à-dire comment construire des échanges d'entraîneurs, des échanges de scientifiques pour essayer de produire une dynamique socialiste de la science du sport. Mais vous aviez aussi d'autres objectifs, c'était de construire les positions
communes, construire des positions communes avant d'aller dans les fédérations internationales, avant d'aller dans les congrès. Et l'idée ici, c'était finalement de construire le bloc en fait, en amont pour pouvoir peser dans les fédérations internationales. Puisqu'il faut quand même se rappeler que les fédérations internationales sont quand même plutôt dirigées par des aristocrates, des grands bourgeois, des représentants du milieu industriel et qui ont été finalement, qui se sont ouverts aux communistes pour démontrer leur apolitisme après avoir beaucoup trempé avec les régimes nazis et fascistes. Et donc, l'idée, en fait, de cette ouverture au bloc communiste, ça a été aussi de revendiquer l'apolitisme du monde sportif international. Puis aussi, il faut quand même voir aussi les intérêts de compétition. Dire que à chaque fois, en fait, ces fédérations, elles veulent avoir le monopole, en fait, sur les compétitions dans leur discipline. Et donc, le fait d'avoir le plus de représentants possible, plus de nations possibles, c'est un moyen d'assurer ce monopole. Et c'est la même chose en fait pour le CIO. L'ouverture du CIO à un plus grand nombre de comités nationaux olympiques, c'est aussi pour garder le monopole sur la compétition olympique, sur la compétition multisport qui réunit tous les 4 ans l'ensemble, enfin la plupart des nations. Alors on va évoquer votre livre qui traite de l'ensemble de la guerre froide, qui va donc de ses débuts jusqu'à la dissolution de l'URSS et à la fin de l'affrontement. Au début de l'affrontement, il y a un enjeu qui va rester, qui va se transformer, mais un enjeu sur lequel j'aimerais qu'on insiste un instant, qui est très important dans la propagande communiste et dans le discours communiste sur la liberté, parce que évidemment, il est assez facile pour le bloc occidental de dire qu'on manque de liberté à l'Est et de pointer le goulag, un certain nombre de choses. Mais du côté de l'Est, on a un argument très fort contre les États-Unis qui consiste à dire nous, c'est la véritable égalité, alors que les États-Unis, c'est la ségrégation raciale. Et ça, c'est un point vraiment central dans les discours communistes, qui consiste à dire ce prétendu pays de l'égalité, de la liberté, les États-Unis, en fait, les Noirs ne peuvent pas participer à des compétitions sportives, les Noirs sont privés de droits, etc. Alors comment est-ce que cet enjeu racial, dans les années 50, est mobilisé par l'URSS, est mobilisé et devient un des vecteurs d'affrontement de la guerre froide? Alors déjà, il a été déjà mobilisé au cours des années 30. Je vous renvoie au film Le Cirque, où finalement c'est une actrice qui a eu un enfant avec un homme noir qui est accueilli en fait en URSS. Et en fait, cet enjeu, il est réactivé au moment des débuts de la guerre froide, et en particulier dans le sport, parce que, comme vous le savez, les travaux de Nicolas Martin-Breteau l'ont déjà démontré, le sport a été un des espaces en fait, de possibilités d'ascension sociale aux États-Unis, donc dans les années 30-40, et il y avait une ouverture en fait, plus forte de la pratique sportive en fait, aux populations afro-américaines. Or, les soviétiques s'emparent en fait de cette ambiguïté, c'est-à-dire le fait que vous ayez des champions noirs et le fait que finalement ces champions noirs au quotidien, leur vie n'est pas celle à laquelle ils peuvent accéder en fait dans les compétitions internationales et lorsqu'ils partent à l'étranger. Et en particulier, vous avez un ensemble de caricatures, par exemple dans la revue satirique Crocodile, qui mettent ça en avant, en fait, le fait que les bras, les jambes, en fait, les corps des hommes et des femmes noirs, en fait, soient valorisés lorsqu'ils pratiquent du sport, mais que leurs homologues, en fait, ne peuvent pas aller dans les mêmes hôtels, ne peuvent pas aller aussi dans les mêmes universités. Et donc, les soviétiques utilisent cet argument pour dénoncer voilà, le manque de liberté aux États-Unis et surtout les discriminations. À l'échelle individuelle, vous venez de parler des hôtels, la guerre froide produit des paradoxes, puisque les États développent un discours de la compétition-confrontation, mais les athlètes, parfois, vivent le rapprochement avec des scènes qui sont à la fois valorisées, parce qu'on aime bien photographier une poignée de main et montrer que la fraternité sportive existe, mais aussi des scènes parfois inquiétantes pour les organes de sécurité, par exemple, qui espèrent qu'il n'y aura pas trop de fraternisation non plus au village olympique entre athlètes de l'Est, athlètes de l'Ouest. Donc, comment ça se passe concrètement lors de JO, par exemple, la coprésence d'athlètes des deux blocs? Alors, la coprésence, en fait, elle est déjà évitée, parce qu'une dématérialisation, en fait, de la guerre froide sportive, ça va être en 1952 le fait qu'il y ait 2 villages olympiques. Un village olympique en fait pour le bloc de l'Est et un village olympique pour le reste du monde, qui était assez éloigné. Alors au début des Jeux olympiques, les deux villages, enfin le village plutôt du bloc de l'Est est assez fermé, puis il s'ouvre progressivement.
Et là viennent les fraternisations, mais qui sont des fraternisations très organisées, c'est-à-dire des repas entre les rameurs américains et les rameurs soviétiques, avec beaucoup de journalistes, des toasts portés à l'amitié entre les peuples, mais qui finalement ne dépassent pas ces aspects-là. Alors le moment, en fait, les deux moments qui vont être les moments où il va y avoir un peu plus de mélange, ça va être en 1956 à Cortina d'Ampezzo, parce qu'en fait, une des grosses différences des Jeux Olympiques d'hiver, c'est que vous n'avez pas de Jeux Olympiques, et donc ces Jeux Olympiques se déroulent plutôt dans des stations donc, de sport d'hiver, avec des hôtels. Donc là, à Cortina d'Ampezzo, les soviétiques sont dans un hôtel beaucoup plus éloigné, mais par exemple, vous avez des délégations, les délégations bulgares, etc., qui se mêlent en fait dans les mêmes hôtels aux délégations de l'Ouest. Alors, le moment en fait où les soviétiques sont contraints finalement d'aller dans le village olympique, ils avaient à l'origine prévu d'avoir un bateau et de l'ancrer en fait à Melbourne, mais voilà, finalement ils se sont rendus compte que pour une question d'image, c'était pas forcément ce qu'il y avait de plus évident, donc ils sont au village olympique avec les autres délégations. Alors bon, bien avec une délégation féminine, c'est pareil d'une délégation masculine. Alors par exemple, dans les guides de comportement, on indique bien aux sportifs soviétiques de surtout éviter d'aller, pour les masculins, dans les dortoirs des femmes, des sportifs féminines. On leur demande également de bien se comporter, de faire attention aux journalistes. Mais donc, il y a en fait cette peur qui est depuis ces guides en fait, qui sont mis en avant d'abord. Puis, au concret, en fait, et au quotidien, il y a des possibilités de rencontres. Alors, j'avais rencontré un escrimeur qui s'appelait David Tischler, qui, lui, parlait le yiddish et qui avait joué des matchs avec des joueurs américains ou australiens qui parlaient le yiddish. Et donc, vous voyez aussi comment, en fait, cette coprésence, elle peut aboutir à des relations par-delà les blocs. Et c'est l'image qu'on a montrée tout à l'heure. Là, l'athlète tchèque, Fikotova, qui a rencontré Connolly lors des Jeux Olympiques de Melbourne au village olympique. Ensuite, cette première perméabilité qu'on a vue en 1956, elle est progressivement restreinte du côté des soviétiques, où finalement, ça se fonde beaucoup, en effet, sur les services de sécurité, mais aussi sur l'autocontrôle et l'autocensure, en fait. Et comme c'est compliqué d'aller dans une délégation soviétique, finalement, le contrôle idéologique est un des moyens, en fait, de sélectionner aussi les meilleurs sportifs et les sportifs qui sont les plus fidèles à la patrie. Alors à ce propos, il faut sans doute évoquer un phénomène dont vous dites dans le livre qu'il a plutôt été grossi dans l'historiographie ou dans les médias, le phénomène des défections, des passages à l'ouest de ces malheureux athlètes de l'Est enfermés derrière le rideau de fer et qui n'auraient qu'un désir, c'est de passer massivement à l'ouest. Vous dites que c'est un phénomène finalement qui a été relativement limité du point de vue numérique. Oui, c'est un phénomène qui a été limité du point de vue numérique. Alors, on voit en fait, par exemple, en 1948, il y a eu une vague de défection du côté des Tchécoslovaques, en particulier avec les dirigeants de la grande organisation sportive tchécoslovaque qui était le Sokol. Donc, en 1948, en fait, le parti communiste tchécoslovaque réprime les Sokol, qu'ils considéraient comme des opposants, et une partie des dirigeants s'exilent. Ensuite, au moment des compétitions, alors il y a, en 1956, j'en ai déjà un petit peu parlé, une vague de défection de la délégation hongroise. Mais j'ai aussi évoqué le Freedom Tour après qui a été organisé pour mettre en scène en fait le choix de la liberté. Mais il faut savoir qu'une partie des membres de la délégation hongroise, enfin des membres qui ont fait défection aux États-Unis, en fait, une partie revient en Hongrie après. Donc, en fait, il faut aussi nuancer cette question de la défection. Et puis, il y a des pressions également. Il y a des pressions sur les familles. C'est pas simple non plus de passer à l'Ouest pour un certain nombre d'entre eux. Oui, puisque en fait, un des moyens de conserver les sportifs au pays, c'est aussi de conserver les femmes, les enfants, les grands-parents et de mettre la pression. Alors, il y a un des cas les plus connus, c'est en 1976, aux Jeux Olympiques de Melbourne, le jeune plongeur Nemtsanov qui
tente de quitter le village olympique, qui se réfugie chez des plongeurs des équipes adverses. Et eh bien, ils font pression sur sa grand-mère, qui est restée au pays. Et donc, il y a un appel larmoyant de la grand-mère et puis des pressions aussi des services secrets qui font que Sergueï Nemtsov revient au pays, continue, il participe aux Jeux Olympiques en 1980, mais il ne pourra plus jamais sortir en fait et franchir le rideau de fer. Voilà, ça tombait bien, c'était à Moscou en 1980, c'était plus simple. En revanche, il n'aura plus cette liberté. Alors toujours dans ce début de guerre froide, même si là on a un peu anticipé sur la suite, dans ce début de guerre froide, une question se pose assez rapidement, notamment au moment des Jeux Olympiques, c'est que la guerre froide divise des pays. Vous avez la RDA, la RFA, vous avez la Corée du Nord, la Corée du Sud, vous avez la Chine populaire et Taïwan, et du coup, dans les instances se pose la question de quel pays inviter, comment organiser ça, comment finalement cette scission du monde peut se traduire ou pas dans les stades au moment des grands événements. Et cela pose aussi toute l'ambiguïté de l'organisation du sport international, qui, je le rappelle, n'est pas une organisation interétatique. Et donc, le CIO joue complètement sur l'ambiguïté entre État et nation. Et il y a eu donc là au lendemain au moment où apparaissent en fait ces doubles États en fait, le CIO et les fédérations internationales réagissent de manière différente. Alors par exemple pour la RDA, vous avez certaines fédérations qui vont très tôt accepter la RDA. Hein. Donc c'est par exemple la fédération de ski en 1951, de l'athlétisme en 1956, l'équitation c'est un peu plus tard en 1965. Alors là, ce qui va se jouer, en fait, ce qui va faire pression pour l'absence de reconnaissance immédiate par du CNO de RDA, c'est la position de l'OTAN. Qui en fait limite la possibilité de donner des visas aux sportifs qui représenteront la RDA. Et donc les sportifs ne pourront participer aux compétitions internationales dans les pays membres de l'OTAN que s'ils appartiennent à une délégation unique de l'Allemagne. Et c'est pour ça qu'aux Jeux Olympiques de 1960, aux Jeux Olympiques de 1964, eh bien, vous allez avoir une équipe d'Allemagne aux Jeux Olympiques composée des représentants de la RDA et de la RFA. Alors, comment sélectionner, par exemple, qui allait en sport collectif représenter la RDA ou la RFA? Eh bien, il y avait un tournoi préparatoire, en fait, qui permettait de sélectionner quelle Allemagne allait représenter l'Allemagne aux Jeux Olympiques. Alors, pour la Corée du Nord et la Corée du Sud, il y a eu des tentatives d'unir en fait la Corée sous une même bannière olympique, mais les CNO de chaque des deux États sont complètement opposés. Et en fait, l'OTAN ne fait pas autant pression en fait pour limiter les visas. Et donc, c'est ce qui explique que finalement, la Corée du Nord et la Corée du Sud vont avoir également une représentation plus tôt et de leurs États. Alors, parmi les choses qu'on apprend dans votre livre, moi, je croyais assez bien connaître l'histoire des Jeux Olympiques, par une lecture assidue de l'équipe pendant de longues années. En réalité, j'ai découvert qu'en 1988, la Corée du Nord a un peu essayé un hold-up sur les Jeux de Séoul, en disant à son voisin du Sud, en fait, ça va être les Jeux de Séoul-Pyongyang, on aimerait les organiser avec vous, et puis si vous ne le faites pas, en gros, on va faire exploser des bombes un peu partout. Et ils l'ont fait, d'ailleurs, en partie. Donc là, j'ai découvert cet épisode extrêmement violent, finalement, des relations internationales sportives, qui m'a un peu surpris. Oui, c'était aussi un des enjeux du livre, c'était également de montrer que l'histoire sportive, ce n'est pas uniquement les boycotts de 80 et de 84, et de revenir sur cet épisode de Séoul qu'on a oublié, puisque ça a été les jeux de la perestroïka du côté des soviétiques, et de l'autre côté, c'était les jeux de la paix retrouvée, du monde qui se retrouvait autour des stades, dans la joie et l'allégresse. Mais en fait, le choix de Séoul a suscité immédiatement la protestation. Et les menaces de boycott ont déjà été assez fortes en fait dès que le pays a été dès que Séoul, la ville organisatrice, a été choisie.
Finalement, que se passe-t-il? Eh bien, la Corée du Nord est très opposée. Alors, elle propose une alternative. Le premier point, c'est de ruiner les Jeux. Et donc, en effet, elle a pratiqué des attentats, en particulier en 1986, au moment où il y a les Jeux panasiatiques. Il y a un attentat à Gimpo le 14 septembre 1986. Et la deuxième stratégie, ça a été d'accueillir une partie des compétitions à Pyongyang, en tir à l'arc, en tennis de table, en volley. Alors là, en fait, ils sont assez soutenus par Fidel Castro et Cuba, en fait, qui soutient, et le CNO aussi, qui soutient, le CNO cubain, qui soutient la Corée du Nord pour avoir finalement des jeux partagés. Alors, bien sûr, tout cela échoue. Alors, que font les Coréens du Nord pour essayer aussi d'avoir une manifestation d'envergure internationale? Ils organisent le Festival mondial de la jeunesse en 1989 à Pyongyang. Et ils sont aussi soutenus par d'autres pays dans leur boycott, le Cuba, l'Albanie, l'Éthiopie, le Nicaragua, les Seychelles également. Et ce qui est intéressant aussi pour la Corée du Sud, c'est que les Jeux Olympiques ont été, et ça, mais on le voit encore aujourd'hui avec les Jeux Olympiques de Paris, c'est un moment en fait de sécurisation et où il va y avoir en fait un moment d'importation de techniques de sécurité plus modernes en fait. Et ici, par exemple, ils vont bénéficier d'un usage de portiques pour repérer les métals, justement pour éviter les attentats. Ils avaient aussi peur en fait des groupes d'extrême gauche japonais aussi. Et ils ont également utilisé des appareils de détection d'explosifs liquides, des caméras permettant de surveiller les mouvements de spectateurs. Et le village olympique a été considéré et a été construit comme une forteresse avec des caméras qui le sécurisent, des barbelés autour, etc. Donc on voit aussi comment ces jeux sont des moments en fait où se développent des questions de sécurité, où des techniques de sécurité en fait arrivent dans les pays en fait. Oui, et vous montrez très bien dans le livre en quoi Munich 1972, évidemment, avec la prise d'otage meurtrière du commando palestinien Septembre Noir sur des athlètes israéliens, a été un tournant global dans la prise de conscience de sécurité comme enjeu. C'est un passage important. Vous avez évoqué à l'instant le Nicaragua, l'Éthiopie, le Cuba. Ça amène à un autre point qui est évoqué dans le livre. Et d'ailleurs, sur ce point, le titre « Une histoire sportive de la guerre froide » peut-être un peu restrictif, parce que c'est une histoire sportive aussi des relations internationales. Vous montrez très bien que cette guerre froide ne se limite pas à un affrontement Est-Ouest, que c'est complexifié à partir du milieu des années 1950 par l'émergence des États indépendants, par la grande vague de décolonisation, d'affirmation de ce qu'on appelle le tiers-monde, et du coup qui vient compliquer le jeu, le pur affrontement Est-Ouest. Il est complexifié avec toute une série de nouveaux acteurs qui ont en partie vont s'aligner et en partie leur propre agenda dans ces relations internationales sportives. Et c'est pour ça en fait que j'avais nommé aussi un des chapitres la diffraction, c'est-à-dire que finalement cette guerre froide, elle se joue et elle se rejoue de manière différente en fait dans les pays émergents, dans le tiers-monde qui s'affirme. Alors de manière différente. Tout d'abord, c'est la question de la diffusion des modèles, puisque finalement l'URSS arrive au sommet sportif en quelque temps. Eh bien, c'est très attractif pour des pays qui cherchent à s'affirmer sur la scène internationale, qui cherchent à se faire connaître, et donc qui vont essayer aussi d'utiliser les mêmes modèles de production de la performance. Et donc, ça, ce que je trouvais intéressant, c'est de voir aussi comment se jouer une forme de concurrence pour diffuser, pour développer des modèles de performance entre l'URSS, les États-Unis, mais aussi un acteur qu'on oublie souvent dans la guerre froide, c'est la Yougoslavie. Et la Yougoslavie avait des cadres et des entraîneurs un peu moins chers en fait que les autres. Et donc, et aussi son positionnement comme non-aligné aussi était un moyen aussi d'avoir une influence aussi dans les pays du tiers-monde. Alors, modèle de développement, comment ça se déroule? Eh bien, envoi de cadres, envoi de techniciens, envoi d'entraîneurs, accueil en fait d'étudiants, futurs cadres, de sportifs en URSS ou aux États-Unis par le biais de bourses. Également la construction des stades. Voilà. Alors la construction des stades, par exemple, il y a un exemple que je trouvais intéressant, c'était l'Indonésie.
avec les Jeux panasiatiques de 1962. Puisque le stade en fait est financé par l'URSS, mais les cadres qui préparent les équipes indonésiennes pour les Jeux panasiatiques sont financés par les États-Unis. Donc on voit aussi comment finalement les dirigeants des pays du tiers-monde jouent aussi de ces deux influences et essayent d'en bénéficier au maximum. Et puis ça montre aussi qu'il y a des solidarités parfois étonnantes, rétrospectivement, qui se mettent en place, parce que c'est aussi les pays du bloc de l'Est qui coopèrent. Donc vous avez par exemple des rencontres Bulgarie-Tunisie, des formes de coopération un peu décentralisées. C'est plus seulement depuis Moscou ou Washington que se joue ce grand théâtre, désormais, de la scène sportive internationale. Oui, alors même pour l'URSS, ce qui était aussi intéressant, c'est qu'en Afrique ou en Asie, ce sont plutôt les équipes de Géorgie, les équipes du Caucase, les équipes d'Ouzbékistan, d'Asie centrale en fait qui sont envoyés dans les coopérations avec les pays d'Afrique et d'Asie. Et en effet aussi, il y a des formes de partenariat qui se développent entre la Bulgarie, entre la RDA aussi et les pays d'Afrique et d'Asie. Alors un point sur lequel j'aimerais bien revenir, c'est des jeux que tout le monde, je pense, enfin qu'une grande partie des gens ont oublié, c'est les Jeux des forces émergentes en 1963 à Jakarta, qui sont des jeux qui ont été portés par Sukarno, qui prend position en disant voilà, le CIO promeut une forme d'apolitisme et nous on va faire des jeux politiques. Les jeux, là on va affirmer les forces émergentes contre ceux qui dirigent les fédérations internationales, contre ceux qui dirigent le CIO, et ils entrent en concurrence directe. Alors pourquoi une telle décision ? Parce qu'en 1962, lors des Jeux panasiatiques, ont été refusés sur le territoire indonésien la délégation indonésienne, la délégation israélienne et la délégation taïwanaise. Et le CIO en fait décide d'exclure le CNO indonésien des compétitions des Jeux Olympiques. En réaction, Sukarno décide d'organiser ces jeux des forces émergentes qui fonctionnent exactement sur le même modèle que les Jeux Olympiques, donc des nations qui s'opposent dans des compétitions multisports avec une cérémonie d'ouverture, une cérémonie de clôture, des discours, etc. À une différence, c'est que ce sont des forces. Donc, par exemple, il y a des délégations françaises qui n'ont pas pu participer, des fédérations ouvrières, des délégations des fédérations italiennes également. Alors, le problème, c'est que les soviétiques étaient très embêtés. Donc là, les dirigeants sportifs, puisque eux, ils voulaient participer aux Jeux Olympiques de 1964, que leurs meilleurs sportifs y participent. Or, une partie des fédérations internationales a décidé d'exclure tous les sportifs qui participeraient à cette compétition, qui n'est pas une compétition officielle. Donc les soviétiques envoient en fait des athlètes de second rang à Jakarta pour être présents aussi parce que ceux qui ont également beaucoup soutenu ces Jeux des forces émergentes, c'est les sportifs, enfin les dirigeants sportifs chinois. Et donc toujours dans cette concurrence en fait entre la Chine et aussi et la Russie, eh bien les Chinois vont soutenir massivement ces Jeux des forces émergentes, ont des résultats sportifs de bonne qualité. Mais ces jeux, c'est une initiative en fait qui demeure restreinte dans le temps, puisque en 1967, ils devaient être organisés au Caire, et en fait, ils ne sont pas organisés. Donc, ces forces émergentes, finalement, s'effilochent. Et on voit aussi la force du CIO et de son monopole des compétitions multisports internationales, puisque un des moyens, ça va être en fait d'écarter ces forces émergentes, c'est de développer des systèmes de solidarité, d'aide en fait pour les pays émergents, donc d'envoi d'entraîneurs, de formation des sportifs, de formation des cadres, et également d'ouvrir le comité exécutif du CIO à des représentants d'Asie et d'Afrique. Un des intérêts du livre, c'est de prendre le champ sportif dans toute sa variété. Et on a beaucoup parlé des Jeux Olympiques, mais en fait, il y a plein de choses non olympiques dans le livre. Il y a les rencontres d'échecs, par exemple, la célèbre rencontre Fischer-Spassky. Il y a même le surf. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire en quoi même le surf est un enjeu de guerre froide ? Oui, alors ça, c'est... en fait... ce que j'ai essayé de voir, c'est aussi comment les deux superpuissances ont été confrontées à l'émergence de formes de contre-culture et comment, en fait, ces questions sont devenues un enjeu à la fois
diplomatie publique ou justement de contrôle social en URSS. Alors, sur la question du surf, l'idée, c'était... le surf a été utilisé, par exemple, à l'exposition universelle de Tokyo. Vous aviez un énorme pavillon sur le surf qui devait montrer, en fait, voilà, la liberté, le sport libre, le sport non organisé par des fédérations internationales. Et il y a un film en particulier qui va permettre de diffuser cette image-là, avec des surfeurs qui parcourent le monde, qui vont en Indonésie, en Afrique du Sud, à la rencontre des vagues, et qui témoignent en fait de cette liberté américaine. Alors, du point de vue je vais parler aussi un peu du bloc de l'Est, parce que ça, c'est une partie qui est moins connue, et là, qui s'appuie vraiment sur des recherches que j'ai faites. Par exemple, en Union soviétique, ou en RDA, les pratiques qui sont plutôt des pratiques occidentales, hein, qu'on appelle émergentes dans les années 70, ça va être tout ce qui va être le surf, aussi la planche à voile, les pratiques plutôt asiatiques comme le yoga aussi, le karaté. Eh bien, ces pratiques vont être très contrôlées. Ou le culturisme aussi. Il y a le culturisme aussi qui fait très peur aux dirigeants soviétiques, puisque tout ça, ce sont des pratiques informelles, souvent réalisées par des enfants de l'élite, hein, qui ont accès à l'étranger, et donc qui ont accès aux formes de pratiques nouvelles et qui s'en servent en fait comme des formes de distinction en Union soviétique. Alors, par exemple, j'utilise la question du culturisme, où là, vous avez des formes de salles de sport et de concours de culturisme qui se développent dans les caves et qui voilà, sont des lieux d'affirmation, voilà, d'un corps différent. Alors, il y a aussi la question du yoga, hein, que j'évoque avec des exemples de professeurs de mathématiques qui développent des cours privés de yoga et qui sont fortement réprimés parce que vous imaginez, en Union soviétique, c'est pas du tout matérialiste comme démarche, le yoga, c'est trop ésotérique. Et aussi, les yogas, enfin, ces cours de yoga étaient aussi des espaces dans lesquels se pratiquait le tantra, etc. Donc, pour les soviétiques, c'était quelque chose d'inimaginable. Parmi ces choses qui viennent un peu perturber le modèle idéal soviétique, préserver des influences étrangères pouvant être problématiques, il y a finalement l'émergence du business sportif. Et là, il y a un acteur essentiel, et qu'il est toujours à certains égards, parce qu'il a fondé, il a fait prospérer une marque cruciale, c'est Horst Dassler, monsieur Adidas au milieu du XXe siècle, deuxième moitié du XXe siècle. Et Horst Dassler, il joue aussi bien sur le tableau de l'Ouest que celui de l'Est. Il est un pivot dans cette histoire. Oui, il est un pivot parce que il se sert aussi pour développer sa marque en fait de l'image des sportifs soviétiques auxquels il donne en fait des produits. Donc là, il y a cet aspect-là. Et puis, il y a l'aspect aussi où Horst Dassler, c'est une personne pivot dans le sens où il va aussi conseiller les dirigeants des fédérations internationales pour développer ce qui est une évidence pour nous aujourd'hui, le fait qu'il y ait des sponsors, le fait qu'il y ait des sponsors restreints, le fait que les fédérations internationales vendent des droits télé. Et Dassler a fondé en fait deux agences, donc une qui s'appelle ISL, et puis alors l'autre, le nom est dans le livre, j'ai oublié là, qui ont pour objectif en fait de vendre des droits télé et de vendre aussi, de faire les intermédiaires entre les grandes entreprises et les fédérations. Et ça, c'est à partir des années 70 que Dassler en fait conseille une grande partie des fédérations internationales et le CIO, ce qui va aboutir en fait au programme TOP aujourd'hui. Alors je ne sais pas si vous connaissez ce programme qui s'appelle The Olympic Partnership ou The Olympic Programme. Vous avez un certain nombre d'entreprises qui achètent pour des montants faramineux le droit d'être les seuls sponsors des Jeux Olympiques et les seuls à pouvoir avoir leur nom dans les compétitions olympiques. Ce qui est aussi intéressant, juste un petit point sur aussi les super séries de 1972, puisqu'en URSS, en fait, vous voyez comment la confrontation avec l'Ouest aboutit aussi à une forme de perméabilité et à accepter aussi des formes de sponsoring. Et j'avais mis, il y a une image que je trouve intéressante, c'est en 1972 au Loujniki, donc au stade, dans le complexe qui accueille les compétitions de hockey.
vous avez une rencontre entre l'équipe canadienne et l'équipe du RSS. Et ce qui est intéressant, c'est de voir surtout ce qu'il y a autour de la patinoire. C'est-à-dire que vous avez des marques Steamroll, Gillette, etc. en URSS en 1972. Et donc, vous voyez aussi comment ces compétitions internationales, c'est un moyen pour les soviétiques, justement aussi, d'avoir des formes de rémunération. Parce que participer au sport international, ça coûte très cher. Il faut bien payer les cotisations des fédérations internationales, payer les voyages, etc. Et donc, il faut des revenus pour ça. Et les soviétiques, dans les années 70, commencent à s'appuyer sur ce développement du sport commercial pour vendre à la fois quelques marques, hein, mais ils vendent aussi les tournées. Et donc, par exemple, comme les gymnastes soviétiques sont très populaires aux États-Unis, eh bien, ils se servent de ces gymnastes pour avoir pour financer le sport par des tournées et des basketteurs également. Oui, alors sachant qu'un certain nombre de ces sportifs et sportives ne reçoivent pas directement l'argent récolté par l'URSS ou les pays de l'Est à cette occasion, et c'est un sujet de contentieux d'ailleurs, vous en parlez dans le livre. Un autre élément que j'ai trouvé très intéressant, toujours un peu dans cette porosité croissante, finalement le sport est aussi un peu un moyen de désagrégation idéologique du bloc de l'Est qui ne parvient pas à maintenir sa pureté totale, c'est qu'un certain nombre de déviances entre guillemets sportives, importées de l'Ouest, on pourrait dire, infusent dans le bloc de l'Est, on pense notamment au hooliganisme. Hein, et vous montrez, et là aussi c'est quelque chose que j'ignorais totalement, beaucoup se souviennent de la tragédie du Heysel au milieu des années 1980, hein, dans ce stade bruxellois où s'affrontait la Juventus à Liverpool et 39 personnes sont mortes écrasées à la suite des méfaits des supporters anglais. Mais en fait, 3 ans plus tôt, il se passe à peu près la même chose dans un stade moscovite, avec encore plus de morts, mais c'est pas quelque chose d'aussi visible internationalement, mais ça veut dire que les États de l'Est sont confrontés à cette pratique du hooliganisme, qui devient même un terme récurrent dans les rapports des services de sécurité. Le hooligan, c'est une figure de l'ennemi social, en quelque sorte. Oui, alors le hooligan, c'est déjà une figure de l'ennemi social dans les années 50 en URSS. C'est vraiment celui qui représente l'importation des déviances de l'Ouest, mais c'est réactivé justement avec le développement du mouvement des hooligans à l'anglo-saxonne et des ultras, et en fait qui arrive dans le bloc de l'Est par le biais des Coupes d'Europe. En fait, le fait que les équipes de football des pays du bloc en fait, concourent et ont des résultats assez satisfaisants dans ces compétitions, eh bien ça met en contact en fait les supporters des deux blocs. Alors ça c'est un bouquin de Manfred Zeller qui a très bien décrit comment les premiers supporters utilisent les foulards des pionniers pour les coudre et puis en faire des espèces de banderoles pour soutenir leur équipe ou les drapeaux des pionniers également. Et alors, il y a plusieurs formes de contrôle en RDA. Un des moyens, c'est de donner beaucoup de place aux représentants de la Stasi. Donc, c'est un des moyens aussi d'avoir des stades sécurisés et puis des stades calmes. Aussi, cette question du supporterisme, elle est importante parce que ça va être un des espaces, les stades, c'est un des espaces où on peut dire à bas les Russes quand on est en RSS d'Ukraine ou quand on est en RSS d'Estonie. Donc les espaces, les groupes de supporters vont être des espaces en fait aussi de développement et de popularisation des mouvements nationaux et d'expression des mouvements nationaux en fait dans l'URSS finissante, que ce soit en Estonie, que ce soit en Lettonie aussi, puisque en fait en Estonie, en Lettonie, vous avez des équipes extrêmement fortes en basket par exemple, et en Ukraine, ça va être plutôt autour des équipes de football. Le Dynamo de Kiev, évidemment, mais aussi l'équipe de Lviv, où en fait les supporters de Lviv vont être les premiers à utiliser un chant qui va expressément dire qu'ils soutiennent en fait le retour de l'Ukraine et la renaissance d'une Ukraine indépendante. Alors ça résonne évidemment aujourd'hui. Pour terminer, je voudrais vous faire commenter deux des images, il y en a d'autres qu'on a déjà vues, deux des images que l'on peut évoquer pour parler de cette fin de la guerre froide, et comme ça on gardera un petit peu de temps pour la discussion avec la salle. La première image date de 1986. Que vous pouvez nous rappeler de quoi il s'agit et pourquoi ça a été important dans ce contexte de guerre froide finissante? Alors là encore, l'idée c'était de dépasser la chronologie olympique et d'essayer de travailler sur d'autres compétitions internationales qui ont été oubliées, mais qui ont du sens et qui font particulièrement sens en 86. Alors c'est Goodwill Games en 86, ce sont les Jeux de la bonne volonté. Alors c'est un partenariat assez étrange puisque c'est Ted Turner
se tourne vers le Goskomsport, le comité sportif soviétique et aussi la télé-radio soviétique, pour leur proposer d'organiser une manifestation. Alors là, quel est l'enjeu? C'est simplement pour Ted Turner de nourrir ces chaînes du câble et de produire du spectacle sportif et des épreuves. Et puis, l'intérêt pour le spectacle sportif en général, c'est de nouveau d'avoir les deux superpuissances dans un stade. Je vous rappelle qu'à ce moment-là, il y a encore l'idée peut-être d'un boycott des Jeux Olympiques de Séoul. Donc, ces Goodwill Games, ils sont organisés à Moscou, au stade Loujniki. Et puis, dans l'ensemble de Moscou, en gros, ils réutilisent les infrastructures qui ont été réalisées pour les Jeux Olympiques de Moscou en 80. Et ce que je vous conseille de regarder, c'est pour ceux qui sont en classe européenne, par exemple, c'est la cérémonie d'ouverture, vous la trouvez facilement sur YouTube. Et vous allez avoir une forme de célébration de l'amitié franco-américaine. Alors, soviéto-américaine. Et donc, par exemple, vous allez avoir une petite fille qui s'appelait Samantha Smith, qui avait écrit à Brejnev, etc., pour dire qu'il fallait de nouveau être en paix, etc. Sa mère est présente lors de la cérémonie d'ouverture et fait un discours sur l'amitié entre les peuples et le fait qu'il faut dépasser les tensions. Deuxième élément, vous avez dans cette cérémonie d'ouverture un rejeu de l'arrimage en fait des navettes spatiales. Et puis on est en 86 et donc pour Gorbatchev, c'est un moyen de populariser la nouvelle pensée. Et donc le discours qu'il produit au moment des Goodwill Games, au moment de l'ouverture, promeut en fait le fait qu'il faut sauver la Terre de la catastrophe imminente, le fait qu'il faut s'intéresser et collaborer autour de la gestion des problèmes globaux, le fait qu'il faut maintenant faire attention à un monde interconnecté, et il promeut le rejet de la force. Et vous avez aussi un passage tout à fait intéressant dans cette cérémonie d'ouverture sur le problème de l'atome et le fait qu'il faut faire attention à la catastrophe atomique. Donc on est à quelques mois après Tchernobyl. Et vous avez un grand passage, vous aviez dans toutes les cérémonies d'ouverture soviétiques, vous aviez des murs vivants où des gens manipulaient des cartes en fait pour produire des signes, comme là, vous voyez ici, c'est la colombe de la paix. Eh bien, vous avez la même chose sur un grand nuage atomique avec une grande croix barrée à un moment de la cérémonie d'ouverture. Alors, cette compétition, elle s'ouvre aussi, en fait, c'est pour produire du spectacle, donc vous avez des sports d'hiver qui sont aussi, comme le patinage artistique, qui ont cours qui se tiennent durant cette compétition. Mais là, ce qui était pour moi le plus intéressant, c'est à la fois le côté la promotion de la bonne volonté, et le deuxième élément, c'est l'association entre l'URSS et un groupe de communication américain. Dernière image, et puis on passera aux questions. Image iconique, la Dream Team à Barcelone, mais pas seulement la Dream Team, les Lituaniens, nouvellement indépendants, sur le podium de la compétition de basket. Barcelone, c'est les premiers jeux post-guerre froide, ils sont intéressants à analyser de ce point de vue. Oui, alors c'est des jeux qui sont intéressants, puisque même sur le podium, il y a également la Croatie en deuxième, et donc on se retrouve à avoir finalement les États-Unis avec leur équipe de professionnels. Donc c'est aussi un des éléments que je développe beaucoup dans le livre, c'est comment ces notions d'amateurisme et de professionnalisme ont été un enjeu de guerre froide. Donc comment finalement les Américains au début ont reproché aux Soviétiques d'être des amateurs d'État. Et puis, à la fin, une des solutions qui a été trouvée par les dirigeants américains du sport, ça a été de faire entrer les professionnels dans les compétitions olympiques auxquelles ils n'avaient pas accès jusque-là. Et donc, en 1980, vous avez un congrès à Baden-Baden dont l'une des conclusions, c'est que la question de l'amateurisme n'est plus gérée par le CIO et elle est déportée au niveau des fédérations internationales. Et donc, chacune des fédérations internationales peut gérer ses propres règles d'amateurisme. Donc, en 1984, une équipe des professionnels peuvent participer au tournoi de football des Jeux Olympiques. En 1988, ce sont les tennismen, et en 92, c'est la NBA. Alors, pour la NBA, c'est un énorme moyen de promotion également de la ligue professionnelle américaine.
Et pour les Baltes, c'est d'autres enjeux qui sont présents. Alors, il faut savoir que les républiques baltes, les 3 républiques baltes, c'est des républiques qui sont très peu peuplées en Union soviétique, mais qui finalement produisent de grands champions, et en particulier en basket. Alors, dès 1988, les Baltes ont cherché à s'autonomiser sportivement. Le CNO letton est fondé le 17 septembre 1788, le CNO de Lituanie le 11 décembre 1988. Et en fait, dès avril 89, la Ligue lituanienne pour la liberté, qui représente les Lituaniens en exil, demande à ce que les Baltes participent de manière autonome aux Jeux d'Albertville. Alors, le président Samaranch, en fait, décide de créer une commission qui est chargée d'établir les conditions de ce retour des Baltes. Parce que là, finalement, par rapport à l'Ouzbékistan ou la Moldavie, c'est une question différente, puisque les Baltes, les CNO baltes, faisaient déjà partie du CIO dans les années 30. Et donc là, se pose la question, est-ce qu'on doit les faire passer par une commission pour qu'ils soient réadmis, ou est-ce qu'on peut les réintégrer directement ? Alors, ce qui se produit, en fait, c'est qu'ils ont été finalement réintégrés, mais cette réintégration, elle a lieu une fois que la reconnaissance de l'indépendance des 3 républiques baltes devenues les États baltes, une fois que cette reconnaissance a eu lieu le 17 septembre 1991. Mais il y a aussi un point qui est nécessaire de mettre en avant, c'est, vous savez, le 13 janvier 1991, l'armée rouge est entrée en Lituanie aussi. Vous avez une attaque de la tour de télévision de Vilnius. Et à ce moment-là, en fait, vous avez de célèbres champions lituaniens, je pense à Arvydas Sabonis, qui appellent à la résistance. Et le président de la Fédération lituanienne de basket dit ainsi qu'on ne reverra jamais un Lituanien porter le maillot rouge après ça. Et donc, là, les Jeux Olympiques, le tournoi de basket est aussi un moyen de permettre l'affirmation nationale et de visibiliser cette affirmation nationale. Qui plus est avec la tenue spectaculaire que les joueurs de basket lituaniens avaient lors de la remise des médailles. Il faut savoir que Šarūnas Marčiulionis était un grand fan de Grateful Dead et donc qu'il avait fait faire des maillots personnalisés tie and dye en mode californien. Merci beaucoup Sylvain Dufraisse, je pense qu'on peut vous remercier pour cette... quelques questions. Merci de nous avoir écoutés. Rendez-vous sur le site www.paroledhistoire.fr pour toutes les informations sur le podcast, pour vous abonner, écouter ou télécharger les autres émissions. La discussion se poursuit aussi en ligne, notamment sur Twitter. Vous pouvez poser des questions @paroledist et à bientôt pour un prochain épisode.